Bonsoir à tous. Victoria n'est pas là, parce elle est de service. Et je salue le colonel Moinet qui est toujours hospitalisé. On me dit qu'il n'est pas en très bonne forme et je sais que nos amis, beaucoup de nos amis, je suis bien placé pour le savoir, beaucoup de nos amis soutiennent les malades par leurs prières et je les invite à faire entrer le colonel Moinet dans leurs prières. Et je les en remercie d'avance. Ce soir après l'émission, nous dînerons chez la mère agitée. Si vous voulez nous rejoindre, je vous rappelle que c'est 21 rue Campagne Première et que vous pouvez téléphoner pour dire que vous vous joindrez à nous au 43 35 56 64. Ce sera le dernier dîner d'après émission de la saison. Le président Chirac vient de mériter de la mémoire. Il faut lui rendre, il faut le féliciter. Il vient de réussir une belle opération humanitaire, puisque la vengeance est accomplie. Paul Touvier est mort en prison. Il avait demandé entre le 23 mai et le 9 juillet, enfin on avait présenté pour lui 4 demandes de grâce médicale qui lui auraient permis de mourir en liberté, ou plus exactement, non pas en liberté, mais auprès de sa famille. Eh bien, Jacques Chirac a courageusement résisté aux pressions, il a refusé, et Paul Touvier, l'effroyable Paul Touvier, est mort en prison. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour sa femme, c'est bien fait pour ses enfants. Je pense qu'il y a quelques personnes qui doivent être très 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 contentes. À mon avis, d'ailleurs, il faudrait voir ce qu'on va faire du cadavre, parce que ça me paraît déplacé de l'enterrer comme n'importe qui. Il faudrait peut-être trouver un traitement spécial, vous voyez. En tout cas, il faut féliciter Jacques Chirac pour avoir permis à Paul Touvier et à sa famille de subir pendant plusieurs mois, en ce qui concerne Touvier, d'effroyables douleurs physiques, puisque depuis le 5 avril, il souffrait d'une généralisation du cancer qui l'avait frappé, et on avait refusé de le transporter dans un service de cancérologie. On s'était décidé à le traîner dans un service de cancérologie le 19 mai dernier, alors qu'il était totalement déshydraté et sous-alimenté. Et le 23 mai, étant donné qu'il était agonisant, on avait adressé une demande de grâce médicale à M. Jacques Chirac, président de la République. Et M. Jacques Chirac avait refusé. On en a présenté une deuxième, il a refusé. On en a présenté une troisième, il a refusé. Et on en a présenté une ultime le 9 juillet. Et Jacques Chirac a refusé de nouveau. Ça, il ne faut pas oublier ça. Je vous demande de retenir ça. Un homme est mort en prison parce que M. Chirac a eu le courage de refuser sa mise en liberté. Touvier avait 81 ans, il était né le 3 avril 1915 à Saint-Vincent-sur-Jabron. À l'âge de 22 ans, il était entré au Parti social français du colonel Delarocque. C'était un homme qui avait beaucoup de chance dans sa vie. Il s'était marié à 22 ans. Sa femme était morte un an plus tard en mettant au monde 2 jumeaux, un petit garçon et une petite fille. La petite fille était morte 2 mois plus tard et le petit garçon est mort à l'âge de 11 ans écrasé par un camion. Ce qui fait que les victimes de Touvier ont été vengées en quelque sorte à antériori, non pas a posteriori mais a antériori. Elles étaient déjà vengées, vous voyez. Ensuite, il a fait la guerre dans la 8e division d'infanterie nord-africain. En 39, en 40, il s'est inscrit à la Légion française des combattants, le 29 août 40. En 41, il est entré au service d'ordre légionnaire. En 43, le SOL est devenu milice française. Il a été le chef du 2e service de la région lyonnaise. Voilà. Et puis en 46, alors en 44, à la suite de l'assassinat de Philippe Henriot, ministre de l'Information,
les Allemands avaient pris en otage 100 Israélites qu'ils voulaient exécuter, et Paul Touvier et son chef Victor de Bourmont ont obtenu que 93 de ces otages soient épargnés et que 7 seulement soient fusillés à Rilieu. C'est évidemment 7 de trop, mais ils n'ont pas pu faire moins ou mieux, et ce qui a valu à Paul Touvier une condamnation à mort par contumace le 6 septembre 1946 et le 4 mars 1947. Le 30 août 1947, il s'est marié avec Monique Berthet à l'église, car il était dans la clandestinité. Il a eu 2 enfants, Chantal et Pierre. En 1967, il a obtenu la prescription de ses peines de mort, mais la privation des droits civiques a été maintenue, ainsi d'ailleurs que la confiscation des biens et les interdictions de séjour. Le 23 novembre 1971, il avait été gracié par le président Pompidou, et 1 an plus tard, une campagne de presse, même pas 6 mois plus tard, 6 mois après cette grâce, une campagne de presse démarrait dans un excellent journal qui s'appelle l'Express, dont je vous recommande la lecture. C'est vraiment quelque chose qui fait honneur à la presse française. L'Express a retrouvé le bourreau de Lyon, c'était d'autant plus facile qu'il ne se cachait pas. Et cette campagne, qui s'est poursuivie pendant des mois, a permis le dépôt de 2 plaintes pour crimes contre l'humanité en 1973, et de 4 autres au mois de mars 1974. Et on a vu cette chose qu'on n'avait pas vue en France, qu'on n'avait jamais vue en France, c'est qu'un crime prescrit a été de nouveau poursuivi. On n'a pas vu ça en France, ni dans aucun pays civilisé du monde d'ailleurs. Pendant 8 ans, le dossier a fait la navette entre les cours d'appel et la cour de cassation. En 81, Paul Touvier est arrêté, ou plus exactement, en 89, Paul Touvier est arrêté, et on dépose une série de nouvelles plaintes contre lui. En 90, au terme d'1 an d'instruction, Paul Touvier dépose à son tour 8 plaintes en dénonciation calomnieuse contre ses accusateurs. Un non-lieu général est prononcé. En 91, Touvier est mis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 13 avril 92, un non-lieu général est prononcé par la Cour d'appel de Paris. Le 27 novembre 92, la Cour de cassation confirme 10 non-lieux, mais en annule, en casse 1, le non-lieu concernant Rilieu-la-Pape. En 94, après 5 semaines de procès, à l'âge de 80 ans, Paul Touvier est condamné par la cour d'assises à la prison à perpétuité. C'est économique de condamner à perpète un homme de 80 ans, vous êtes tranquille, ça risque pas de durer trop longtemps. Et il est, d'autant qu'on sait qu'il est depuis 15 ans atteint d'un cancer de la prostate. En novembre 95, il dépose un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. En 96, une plainte en faux témoignage contre 2 des témoins principaux du procès, qui avaient avoué dans un livre qu'ils avaient changé leur témoignage en vue des assises. Le 22 mars dernier, il épouse civilement sa femme et légitime ses 2 enfants. Le 5 avril, il est transféré de la prison de la Santé à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Son cancer se généralise, mais l'hôpital n'a pas de service de cancérologie. Il ne sera mis dans le service des soins intensifs, comme je vous l'ai dit, que le 19 mai, alors qu'il est complètement déshydraté et sous-alimenté. Entre le 23 mai et le 9 juillet, 4 demandes de grâce seront présentées au président de la République, qui les refusera. Paul Touvier est mort en prison aujourd'hui, 17 juillet, à l'âge de 81 ans. Voilà. Ce soir, le programme, je reçois Olivier Grimaldi, qui est président du Cercle des Amitiés Franco-Hispaniques, c'est ça? Du Cercle Franco-Hispanique. Du Cercle Franco-Hispanique. Du Cercle Franco-Hispanique. Je sais pas pourquoi j'ai mis de l'amitié là-dedans. Je croyais que vous aviez de l'amitié les uns pour les autres. Nous avons beaucoup d'amitié. D'ailleurs, nous sommes les héritiers des amitiés franco-espagnoles. Alors pourquoi reçois-je Olivier Grimaldi du Cercle des Amitiés, non, du Cercle franco-islamique? C'est pour une raison. Islamique, oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Islamique. Cercle franco-islamique. Décidément, il faut que j'arrête de faire de la radio, je deviens complètement gâteux. Je crois que ça me rapporterait beaucoup plus. Ah oui, c'est probable que ça vous rapporterait, en tout cas, moins dans kikinement, mais peut-être même plus d'argent. Donc franco-hispanique, bien entendu, c'est-à-dire d'amitié avec les Espagnols. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a exactement 60 ans aujourd'hui,
ou hier, ou demain. Alors là, les avis sont extrêmement partagés. Disons aujourd'hui, puisque le soulèvement au Maroc a commencé le 17. Voilà, le 17 juillet 1936, le soulèvement des troupes commandées par Franco, par le général Franco au Maroc, ouvre la guerre d'Espagne, qui sera relayée le lendemain par les troupes du Nord, commandées par le général Mola. Voilà. Alors, on va parler de tout ça. Ensuite, ou plus exactement avant, je devrais avoir un bref entretien téléphonique avec Samuel Maréchal, qui dirige actuellement l'université d'été du Front National de la Jeunesse. Et puis, je pense que nous recevrons au téléphone aussi Marc Dem pour un petit point sur l'actualité de notre Sainte Mère l'Église. Est-ce que nous pourrions poser une question à Marc Dem, si vous l'avez? Écoutez, bien sûr, vous lui poserez toutes les questions que vous voulez. Quelle question voulez-vous lui poser? Vous voulez peut-être en garder la primeur pour Marc Dem? Mais puisque nous allons parler un peu de l'Espagne, vous savez qu'en Espagne, la droite aurait repris les commandes de l'État avec José Manuel Aznar, et certains y croient, puisque l'Église catholique espagnole, qui peut être assez naïve, a officiellement demandé à ce que les cours de catéchisme soient à nouveau obligatoires dans les écoles publiques. Alors comme ça évidemment soulevé un tollé, mais comme l'Église avait voté pour Aznar, et qu'à mon avis le Parti populaire, ou impopulaire maintenant qu'il deviendra, avait dû faire des avances ou des promesses, je ne sais pas, à l'Église, le gouvernement espagnol, le gouvernement de M. Aznar est bien embarrassé, puisqu'il n'a pas dit que ce n'était pas impossible, ou du moins des cours de civisme, de moralité. Il ne faut pas oublier que la campagne des législatives d'Aznar était basée d'abord sur un retour à la moralité politique. Alors on est sauvés. Voilà. Et donc c'est un peu comme Chirac, non? C'est des défenseurs de la morale publique. Mais c'est une très bonne tactique électorale, puisqu'il a été il a été élu, pas avec grand succès, mais ceux qui ont voté pour lui ont voté pour lui pour un retour à la morale publique, à une certaine morale publique. On va parler de ça tout à l'heure, Olivier Galliani. Vous pourrez poser la question à Marc Dem, la question que vous voulez lui poser, et on parlera de la restauration de la morale publique en Espagne. On peut d'ailleurs d'ores et déjà parler de la restauration de la morale publique en France. C'est quand même beaucoup de Français ont voté pour Jacques Chirac dans l'espoir de voir restaurer la morale publique. Et c'est d'ailleurs tout à fait le cas, puisque on constate que depuis quelque temps, il n'y a plus d'affaires. Il n'y a plus d'affaires. Si vous prenez l'affaire Tibéri, par exemple, il n'y a pas d'affaire Tibéri, contrairement à ce que racontent des gazettes mal intentionnées. Le garde des Sceaux qui est exonéré a priori de tout soupçon de parti pris, puisqu'il est garde des Sceaux. Il est donc le ministre de la Justice. Qui peut être plus juste que le ministre de la Justice? Personne. Et Jacques Toubon a constaté, d'ailleurs, sans intervenir du tout, parce qu'il pratique avec une grande rigueur la séparation des pouvoirs, et il a constaté que le procureur Bestard avait classé l'affaire, ce qui n'était d'ailleurs pas l'affaire Tibéri. Par conséquent, il n'y a plus d'affaire. Monsieur Carignon, on va bientôt plus pouvoir dire qu'un des anciens cadres dirigeants et une des anciennes grandes figures du RPR est en prison, puisque le RPR a demandé à M. Carignon de se retirer, mais le RPR. Et à ce propos-là, moi je voudrais proposer une idée. Mais il n'a pas été exclu. Non, il n'est pas exclu, on lui demande de s'en aller. Et moi j'ai eu une idée, ça m'est venu comme ça, parce que je suis un malin, sous mes airs un peu benets, comme ça, en réalité je suis un malin. Et d'un seul coup, il m'est venu une idée, je vais vous la raconter. Le gros problème de la classe politique actuelle, c'est que tous les partis
ont des corrompus totalement pourraves, tous plus pourris les uns que les autres. Bon, le Parti socialiste, assez pourri, le Parti communiste, assez pourri, d'ailleurs le Parti communiste est un parti pourri, le RPR a des pourris, l'UDF a des pourris, le CDS a des pourris, les radicaux ont leurs pourris, bon, le seul parti qui n'a pas de pourri, c'est le Front National. Là, il n'y en a pas. On ne peut pas dire, il n'y en a pas. Bon, alors, comme disait je sais plus qui l'autre jour, évidemment, ils n'ont jamais été au pouvoir. C'est pas tout à fait vrai. Ceux qui en douteraient, on n'a qu'à l'essayer, et puis... Voilà. On peut essayer de les mettre au pouvoir, on verra bien s'ils pourrissent comme les autres. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ceci étant, ce qui est quand même très dommage, c'est que... c'est dommage pour M. Carignon et pour les gens qui sont ses amis. Parce que je pense qu'il a encore des amis, puisqu'il n'a pas été exclu de son organisation politique. Ce qui prouve une certaine fidélité, au sein du compagnonnage. Il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que jamais aucun gangster n'a été exclu de la mafia parce qu'il allait en prison, hein. Oui, mais on constate que les M. Carignon, M. Léotard et d'autres faisaient partie quand même de l'avenir du libéralisme. Quand ces gens-là ont été élus, notamment Carignon, c'était un espèce de héros. Il avait blackboulé la gauche, c'était un nouvel espoir, et ça a duré le temps d'être élu et de. Alors, mon idée, elle est la suivante. Monsieur Carignon, Monsieur Noir, depuis le début, nous ont dit il faut combattre le Front National. Il vaut mieux perdre des élections que perdre notre âme. Bon, c'est donc des gens qui perdent des élections, c'est quand même absolument, vous vous rendez compte pour ces gens-là qui en vivent, c'est quand même un risque énorme, quoi. C'est tout le fric qu'il faut le temps quand ils perdent une élection. Donc s'ils sont prêts à perdre des élections pour battre le Front National, ça veut dire qu'ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour battre le Front National. Même hein? Et pour conserver la rame, surtout. Y compris de perdre leur fric. Et la pompe à fric, c'est quand même énorme, ça. Et surtout pour des gens qui aiment tellement ça, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour en gagner. Pour maintenir la rame, pour sauver la rame. Enfin, leur rame, ça n'en parlons pas, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas démontré qu'ils en avaient vraiment une. Mais enfin, ils sont prêts à faire beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui permettrait à Carignon, à Noir, de se racheter aux yeux de leurs camarades, qui permettrait de mouiller le Front National comme les autres, et qui permettrait à Carignon, Noir et compagnie d'accomplir, maintenant qu'ils ont été éjectés en quelque sorte de la vie politique, ou qu'ils sont sur le point d'être éjectés de la vie politique, un dernier geste magnifique. Ce serait qu'ils adhèrent au Front National. Pour qu'il est pourri au Front National. Parce que enfin, il y aurait des pourris au Front National. Et comme ça, les autres pourraient dire, eh ben, vous voyez, le Front National, c'est un parti comme les autres. Lui aussi, là, c'est pourri, hein. Regardez, Carignon du Front National, c'est bien pourri. Noir du Front National, hein. Ça serait un coup superbe, ça. Le problème, c'est de savoir si on en voudra au Front National. Je suis pas certain. Il faudrait voir. Il faudrait faire un sondage. La difficulté de ce genre de sondage, c'est qu'il se passe une chose. Alors là, je vais vous apporter une révélation que j'ai déjà apportée dans le libre journal de la France courtoise. Il se passe quelque chose d'épouvantable pour les instituts de sondage. La chose est encore gardée secrète parce que c'est une chose technique dont les instituts de sondage n'ont pas fait état publiquement. C'est qu'à l'heure actuelle, d'après un informateur que j'ai rencontré, enfin un dirigeant d'un grand institut de sondage que j'ai rencontré récemment, ou que j'ai eu au téléphone plus exactement, il se passe une chose qui ne s'est jamais produite, c'est que pratiquement 5 personnes sur 6, écoutez bien les chiffres que je vous donne, c'est gigantesque, 5 sur 6, et voire, m'a-t-il dit, 10 sur 11, c'est-à-dire un peu plus que 5 sur 6, refusent de répondre au sondage, quel que soit le sujet évoqué quand il s'agit de sondage politique. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, et vous avez remarqué, probablement, que les sondages politiques sont beaucoup moins nombreux, tout simplement parce que quand ils interrogent, ce qu'ils font maintenant généralement, 1001 personnes, c'est la nouvelle mode, on dit 1001 personnes, et bien sur 1001 personnes, il y en a pratiquement 900 qui refusent de répondre. Ce qui veut dire que pour avoir 1001 réponses, ils sont obligés d'interroger pratiquement 10 000 personnes, ce qui est impossible financièrement, car ça représente des dépenses
gigantesque. Autrement dit, depuis quelque temps, il est pratiquement impossible de faire un sondage politique sérieux. Et les sondeurs s'interrogent sur les raisons de cette situation. Alors ils pensent qu'il y a d'une part le fait que les sondés sont plus que fatigués de voir qu'on les prend vraiment trop pour la première syllabe de ce mot, et donc ils ne veulent plus répondre. La deuxième, c'est qu'ils ne veulent pas avouer. Et là, c'est recoupé, cette hypothèse est recoupée par, non pas des sondages, mais des évaluations qui circuleraient d'intention de vote dans certaines circonscriptions particulièrement en pointe. Ils sont en train de perdre leur âme. Les Français sont en train de perdre leur âme. Et il y a des zones de ce pays dans lesquelles il semblerait que pratiquement 4 Français sur 10 soient disposés, lors des prochaines élections, à perdre leur âme. Alors, ça sème une véritable panique. Et j'ai eu confirmation de ça par un questeur de l'Assemblée nationale, qui dit qu'à l'Assemblée nationale, il règne une atmosphère de fin du monde, littéralement. C'est la panique totale dans les milieux politiques. Plus personne ne comprend ce qui se passe. Il semble que les Français sont en train d'inventer une nouvelle forme de révolution, une révolution molle, souterraine, une révolution invisible, une révolution par retrait en quelque sorte des affaires. Alors retrait des affaires, ça veut dire retrait de la vie publique, retrait de la vie politique, mais également retrait de la consommation. Il y a un effondrement de la consommation, bien que certains spécialistes prétendent le contraire. Un effondrement de la confiance dans tous les domaines. Quand on demande aux Français ce qu'ils pensent de l'avenir, ils sont pessimistes à 80%. La situation est extrêmement mauvaise et insaisissable, et personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Même M. Juppé ne comprend pas. Ah oui, je crois que hier ou avant-hier, ils ont tenu une réunion dans un célèbre café de Saint-Germain-des-Prés avec leurs deux partis de gouvernement pour préparer les élections législatives et préparer un programme commun. M. Juppé a trouvé excédent de voir les Français continuer à être, comme vous le disiez, effondrés ou tout du moins pessimistes, et que c'était fortement exagéré, et qu'il fallait arrêter ce pessimisme qui n'avait aucune raison d'être, selon notre président de la République. Pardon. Lequel président de la République est au Gabon. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire au Gabon? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Eh bien, on pourrait croire qu'il est allé chercher de l'argent, puisque vous savez, Gabon, le Gabon, c'est Elf. Et Elf, c'est le Gabon. Bon, Elf Gabon, c'est... Et on sait que Elf rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est d'ailleurs une entreprise en France qui rapporte de l'argent. Aux Français, à la France, et puis à plein de gens. Eh bien non, pas du tout. Un auditeur nous fait remarquer que Chirac n'est pas allé chercher de l'argent au Gabon. Il est allé dire à M. Bongo, au sympathique M. Bongo, qu'il lui faisait remise d'une dette de 400 millions de francs. C'est bien 400 millions de francs, c'est 40 milliards de centimes. Pas beaucoup, mais enfin, ça permet de voir venir. Donc M. Bongo, qui a certainement besoin d'argent, ça se voit pas beaucoup d'ailleurs. Si vous regardez les propriétés de M. Bongo en France, vous n'avez pas l'impression qu'il a besoin d'argent. Eh ben si, il a besoin d'argent. C'est une démocratie. C'est une démocratie. Le Gabon? Oui. Oui. Donc on doit la soutenir. Ah oui, mais absolument. Moi je soutiens le régime démocratique du Gabon. Voilà. Cela dit, entre nous, c'est un des pays qui marche le mieux en Afrique, enfin le moins mal. Donc c'est bien de lui donner de l'argent. D'autant qu'il rend. Gabon, Bongo, il est honnête, il rend. Il rend pas tout. Enfin, c'est M. Chirac qui lui donne de l'argent et Bongo il rend à Chirac. C'est un va-et-vient. Oui, non, mais c'est bien d'ailleurs. C'est honnête, voilà. Ces gens-là sont honnêtes. Il faut se dire ça une fois pour toutes. Vous voyez, l'homme politique français, et l'homme politique gabonais d'ailleurs, l'homme politique en général est honnête. Parce que, pourquoi font-ils de la politique, ces gens-là? C'est pour se dévouer au bien de leur sujet, de leurs contemporains. Imaginez, moi, Monsieur Bongo, vous le prenez,
il aurait préféré probablement rester dans son village natal, à manger du manioc. C'est ça, il mange du manioc. Manioc. Hein, à manger du manioc, au lieu de s'embêter à avoir des costumes 3 pièces et des Mercedes climatisés pour se balader en Suisse, ce qui est très ennuyeux. Pourquoi en Suisse d'ailleurs? Pourquoi en Suisse, on ne sait pas. En plus, c'est pas le pays le plus agréable du continent européen. Bon. Eh ben, il est rentré en politique pour rendre service à ses concitoyens, et ça fait quand même maintenant 40 ans qu'il rend service, 30 ans qu'il rend service à ses concitoyens. Il doit être fatigué. Symptôme. Oui, c'est une forme de symptôme. Oui. Voilà. On reviendra à l'actualité tout à l'heure, parce qu'il y a quand même d'autres personnes à qui il faut rendre hommage. Par exemple, moi je me demandais, ça fait longtemps que je me posais la question, je me disais, mais pourquoi M. Klarsfeld, qui est par ailleurs un homme fort sympathique, semble-t-il tout faire pour se rendre antipathique, hein? Ça fait des années qu'il dit que nous autres les Français, on est vraiment des gens pas bien, etc., qu'on est des salauds, qu'on est des nazis, qu'on est des ceci et cela. Je lui disais, mais enfin, c'est fini tout ça, et pourquoi il nous attaque de cette façon? Bon, alors il y a quelque temps, M. Chirac a dit, mais écoutez, c'est vrai, il a dit que la France a manqué à sa parole et a livré ses protégés à leurs bourreaux, en parlant des Israélites étrangers qui étaient en France et de certains Israélites français pendant l'occupation. Et donc, M. Jacques Chirac a présenté des excuses au nom de la France pour ce crime que la France a commis. En plus, comme toujours, la France, c'est le côté administration, l'incompétence, le laisser-aller, le manque de sérieux et tout. La France est quand même le pays d'Europe qui, pendant la guerre, le pays occupé qui, en Europe pendant la guerre, à l'exception de la Bulgarie, a livré le moins de sujets, plutôt de réfugiés israélites aux Allemands. Le moins. Donc, non seulement ce sont des salauds, les Français, mais en plus ils sont nuls. Vous voyez, parce que les Hollandais qui sont des gens bien, eux, ils ont livré 90% de leurs Israélites, et personne ne leur en veut. Tandis que les Français, ils n'ont pas dépassé 16%, et on leur en veut. En fait, on se demande si on leur en veut pas d'être aussi nuls et incompétents, quoi. Alors, mais je me disais, mais pourquoi cette guerre, pourquoi cette espèce de persécution, pourquoi ressasser ces vieilles histoires? C'est vrai que c'est pas mérité, après tout, ça ne résoudra rien. Ça y est, j'ai compris. Monsieur Chirac avait dit, quand il a reconnu les crimes abominables de la France, que la France avait à l'égard des Israélites une dette imprescriptible. Eh bien, monsieur Klarsfeld a dit, non, c'est pas imprescriptible du tout, puisque le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État français dans le sort des Juifs de France déportés, alors une loi s'impose pour indemniser les victimes. Vous voyez? Donc voilà. Alors ce que je voudrais savoir, moi je suis prêt à payer un impôt spécial pour ça, un impôt solidarité ou un impôt vengeance ou un impôt, je sais pas comment il faudrait l'appeler. Je veux bien payer l'impôt, mais je voudrais savoir combien et jusqu'à quand. Ça a été calculé par Maître Klarsfeld il y a quelques années. Alors, je suis sûr qu'il nous donnera le chiffre et comme ça. Alors ce que je voudrais savoir, c'est si après on sera tranquille ou s'il faudra encore payer autre chose. On verra. Hein, on peut demander à M. Klarsfeld d'avoir la gentillesse de nous envoyer l'édition, la note, et puis on fera le nécessaire. Peut-être qu'au lieu de donner 400 millions de francs au Gabon, M. Chirac aurait dû les donner à M. Klarsfeld. À Maître Klarsfeld. À Maître Klarsfeld. Pas lui personnellement, mais à ses mandants. Voilà. Samuel Maréchal, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Samuel. Alors, comment se passe cette université d'été? Très bien, je vous remercie, très bien. Vous êtes Je suis à Neuville-sur-Barangeon chez notre ami Roger Hollindre, oui, dans le superbe château du Cercle National des Combattants. Et il fait très beau. Nos jeunes amis sont très studieux, ce qui m'inquiète un petit peu, moi qui suis un Gaulois parfois un petit peu réfractaire à l'autorité. Et tout ça m'inquiète. Je dis que les membres du FNJ sont de bons soldats politiques, extrêmement disciplinés. Et nous travaillons donc depuis vendredi dernier. Nous avons eu la chance d'accueillir le président Le Pen
ce week-end, le week-end dernier, samedi, qui a fait un excellent discours rappelant les grands principes, notamment autour de notre thème central de cette année qui est contre la fracture, un thème connu par les... Mais ça, contre la fracture, c'est plutôt un sujet pour les universités d'hiver, non? Non. Mais après cette petite formule connue, qui a été un petit peu à la mode élyséenne, il y a justice sociale, sécurité nationale. C'est-à-dire que nous voulons démontrer que le mouvement jeune de Jean-Marie Le Pen, qui est le premier mouvement politique jeune de France, je tiens à le rappeler, c'est pas moi qui le dis, ce sont les observateurs de la classe politique, que sont les journalistes et puis aussi les membres du ministère de l'Intérieur, que nous avons une capacité à être aussi, outre notre présence sur le terrain, un laboratoire d'idées pour le mouvement. Et donc nous travaillons depuis une semaine sur ce thème très enrichissant. Justice sociale, en résumé, c'est conditions minimum pour que nous soyons bien chez nous et que tous les Français puissent être membres à part entière de la communauté et que l'État ne prenne pas prétexte de la lutte contre l'exclusion pour aider tout le monde sauf les Français. Je voulais aussi rappeler quelques chiffres si Serge me le permet. Bah, bien sûr, je vous y invite. Les chiffres, nous en sommes friands. Eh bien, je voulais simplement rappeler les chiffres de l'exclusion du peuple français. 7 millions de Français exclus de l'emploi, 700 000 Français exclus du logement, 600 000 SDF, 1 million de Français en attente d'un logement HLM, 1 million de RMistes, dont 2 millions de personnes qui en bénéficient, 2 500 000 de mal logés, 3 millions de Français illettrés, 12 millions de Français exposés à l'exclusion à terme, 3 500 000 ménages français vivant sous le seuil de pauvreté, 5 millions de Français vivant avec moins de 2 500 francs par mois, 40% des ménages vivant avec moins de 5 100 francs par mois, 450 000 ménages sans couverture sociale, et je pourrais en donner encore énormément. Ça, c'est la justice sociale, version social-démocratie, si vous voulez, version gouvernement, enfin des gouvernants droite et gauche. Et puis la deuxième partie, c'est sécurité nationale, la capacité qu'a l'État aujourd'hui à ne pas assurer la protection de ses concitoyens. Et nous souhaitons être maîtres chez nous en France, et nous affirmons qu'il est temps que ça change. Alors, il y a eu quand même un petit événement ou un non-événement à l'université, c'est que nous avions créé un espace horaire pour que les jeunes puissent regarder le président de la République au 14 juillet faire son intervention. Et lorsque j'ai commencé à regarder pour eux, parce qu'ils étaient en train de déjeuner, j'ai vu que le président de la République n'avait pas changé. Hein, on guette toujours les rires enregistrés. Et surtout, j'ai fait sauter cette partie parce que je crois que nos jeunes amis qui apprennent à être des militants politiques n'avaient pas rien à apprendre de Chirac. Et on l'appelle maintenant ici à Neuvy-sur-Barangeon espace alloué. Vous comprenez pourquoi, je crois. Ah ben il faut dire que son intervention était prodigieuse parce que d'entendre le président de la République française dire qu'il faudrait maintenant, peut-être à partir de maintenant, commencer à appliquer la loi sur les armes à feu en Corse, c'est quand même superbe, quoi. Oui. C'est effectivement, heureusement que le président de la République est là pour le dire, parce que autrement, on ne sait pas ce que feraient les responsables du maintien de l'ordre. Enfin, c'est vrai que... Je me suis quand même permis de rappeler aux membres du FNJ présents ici, nous sommes plus de 200, quelques formules célèbres, notamment Raymond Aron qui jugeait l'ignorance encyclopédique, je le cite, de Jacques Chirac. Bernard Bosson qui lui disait que Chirac ne sait pas s'il est de droite, de gauche ou du centre. La seule chose qu'il sait, c'est que tous les jours il se passe quelque chose comme au Galeries Lafayette. Ce genre de choses, si vous voulez. Ça fait beaucoup rire pas mal de nos amis. Oui, il y avait des très belles formules. Une des Pierre Juillet aussi, je crois. Oui, celle-là, elle est magnifique. Fabrica Chirac, qui après avoir été renvoyé par Chirac, sur ordre de Madame Chirac, s'exclama, c'est la première fois qu'un cheval remercie son jockey. Oui, c'est une jolie formule, ça. Et puis il y a l'admirable formule de Madame, comment s'appelle-t-elle, qui était Madame Garot, oui. Qui était la complice de Pierre Juillet à l'époque, et qui avait eu
cette déclaration un peu triste, elle avait dit « Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statues, je m'aperçois qu'il est de la faïence dont on fait les lavabos. » Ce qui est quand même un peu dur. Alors nous avons toute cette semaine travaillé, comme je vous le disais, et il est prévu à la fin de la semaine, vendredi soir, donc au moment de la clôture, de remettre une motion à nos aînés, au mouvement que dirige Jean-Marie Le Pen, qui vise à présenter différentes propositions concrètes pour réaliser non seulement la justice sociale, mais aussi la sécurité nationale chez nous. Et surtout, nous avons pris prétexte du fait que le gouvernement Juppé organise aujourd'hui l'apartheid en France, notamment avec la discrimination positive appliquée dans les zones franches. Et nous considérons aujourd'hui qu'il est du devoir des Français non seulement de mettre en place la préférence nationale, c'est-à-dire la priorité pour les Français en matière d'emploi, de logement, d'aide sociale, mais aussi de dénoncer ce que j'appelle moi les xénophiles. Vous connaissez les xénophiles? Bien sûr. Hein? Bien, on a eu récemment un assez joli exemple de xénophilie dans la sélection d'un groupe de jeunes qui a été envoyé gratuitement, bien sûr, à Atlanta pour assister aux Jeux Olympiques. N'en parlez pas. Et je crois, sous réserve d'inventaire, que ce groupe ne comporte aucun Français de souche. Oui. Mais ça, c'est quand même assez incroyable. Et je tenais quand même, si vous me permettez, toujours à remercier vos auditeurs, parce que certains d'entre eux ont permis à des jeunes Français de souche, militants du FNJ, de participer à l'université d'été du FNJ. Vous savez que c'est quand même cher, hein. Cette semaine, c'est plus de 750 francs qu'on demande aux jeunes. Et beaucoup de vos auditeurs ont apporté leur soutien, ce qui a permis aux plus défavorisés, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup maintenant dans notre pays, de venir ici cette semaine. Alors quand ce matin je leur ai présenté la liste des jeunes qui avaient le droit à ces petits voyages, il y avait certains qui n'arrivaient pas à y croire, franchement. C'est quand même insupportable et incroyable à la fois. À ce propos, Samuel Maréchal, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe une journée de l'université? Eh bien, on se réveille très tôt. C'est-à-dire qu'on commence à 7h du matin. Oui, j'ai même entendu dire par quelqu'un qui m'est assez proche que c'est pas très humain tout ça. Comment ça? 7h du matin, c'est des horaires de temps de guerre, ça. On les réveille à 7h du matin, 7h30 petit déjeuner, 7h50 lever des couleurs, toujours dans la tradition d'enseigner à nos jeunes ce qu'est le drapeau et l'héritage qu'ils ont reçu en naissant dans une famille française et en étant sur notre territoire. 8h à 8h30 sport footing, 8h30 douche, 9h les ateliers, c'est-à-dire que nous avons différentes formules d'ateliers, des ateliers notés, un atelier où on leur demande de préparer un discours, un deuxième où ils font une interview, une télévisée, un troisième où ils font des débats. Ensuite, on leur demande de réaliser un tract, un communiqué de presse. Il y a un atelier chant, un atelier implantation lycéenne, parce que vous savez que c'est toujours notre priorité, et même pour l'année 96-97. Ensuite, il y a à 10h15... Pardonnez-moi de vous interrompre, Samuel, vous avez dit que vous aviez un atelier chant. Oui. Est-ce que vous avez... J'espère que vous avez mis au programme de ces jeunes gens le célèbre succès de la garde républicaine, Wassi Bonanga. Vous connaissez pas Wassi Bonanga? Non, ça sera pour l'année prochaine. Ah bon? On leur apprendra quand même. Il faudrait quand même, parce que maintenant ça fait partie du répertoire de la garde républicaine à l'Élysée, dans les jardins de l'Élysée. Incroyable. La prochaine fois, ça sera... c'était pendant le Mandela Day. Mandela Day. Donc pour l'année prochaine, je me suis laissé dire qu'il répétait Nique ta mère. Enfin, il y avait un air du groupe Nique ta mère. Alors ensuite, à 10h... il y a... La garde républicaine. Il y a une conférence, donc nous avons eu déjà une conférence de Georges-Paul Wagner qui a fait une excellente conférence sur le thème des armes de la pensée unique contre la nation. Ce matin, nous avions Bruno Racouchot sur les grands auteurs de la philosophie politique européenne. À quelle heure? Ça, c'est le matin à 10h. Ils ont eu le temps d'émerger. Karl Lang, Jacques Bompard, Jean-Yves Le Gallou et beaucoup d'autres. Nous allons déjeuner, à 11h15, à nouveau il y a des ateliers, déjeuner à 12h30, 14h une table ronde. Aujourd'hui. En sortant de table ronde? Ah oui.
On ne fait pas la sieste au FNJ, vous savez. Hein. Ce C'est pas sont des soldats politiques qui doivent être en forme en permanence. J'ai même entendu dire qu'ils faisaient du sport. Oui, alors l'après-midi, après la table ronde, nous avions par exemple hier une table ronde sur la justice faite par notre avocat qui a beaucoup de travail souvent, c'est Marine Le Pen. Il y aura demain une table ronde sur l'organisation des fédérations par Franck Timmermans. Cet après-midi, c'était Serge Martinez sur le thème réussite engagement politique. Nous avons aussi Sophie Brissot sur le thème de la communication et une table ronde avec des syndicalistes du mouvement national. 15h15, donc le sport collectif. Et là, c'est la partie intéressante de la journée. Il y a un tournoi de football, de volley, il y a des joutes nautiques. On leur apprend aussi à faire du rappel. Il y a aussi, en plus cette année, autre nouveauté, de l'équitation. Je peux faire des petites balades dans la forêt qui appartient à Roger Olympe. 18h30, atelier, 19h30, dîner. Et le soir, à nouveau, forum. Nous avons eu hier soir Bernard Anthony pour un forum culturel. Ensuite, il nous a projeté son film « La France de Clovis à nos jours ». Nous avons eu la chance d'avoir un forum santé, un forum presse animé par Jean-Claude Varane, PDG de National Hebdo, qui est le parrain officiel de l'université. Pour les parties forum est présent, parraine lui les tournois d'après-midi. Nous avons eu aussi un concert d'un groupe du FNJ, le concert de Vaïk Victis, le bal du 14 juillet. Nous avions aussi invité en début d'université notre ami le pasteur Blanchard, pour qu'il nous expose ses préoccupations pour l'année à venir. Et donc voilà une bonne journée qui malheureusement ne se termine pas lorsque les forums sont finis, parce qu'après il y a l'animation au bar où nos jeunes chantent des chants de tradition jusqu'au bon milieu de la nuit, et pendant ce temps-là une équipe, je crois que vous connaissez notamment une des personnes qui composent cette équipe, réalise quotidiennement un journal qui est qui a un titre un peu provocateur, mais très sympathique, et je crois que vos auditeurs comprendront, qui est « Ta mère au château », un signe en direction de certains jeunes. Et donc, ce qui fait que nous dormons à peu près 3-4 heures par nuit, mais comme vous pouvez l'entendre au son de ma voix, tout va bien encore. On arrive à tenir. Bon, bah écoutez, essayez de tenir bon, essayez de nous les rendre quand même, ces enfants, en état de fonctionnement, parce que... Oh, il n'y aura pas de problème. J'ai l'impression que vous leur faites vivre... Ils n'ont même pas le temps de regarder la télévision, alors. Non. Qu'est-ce qu'ils doivent être malheureux. Ils sont correctement. En revanche, ils entendent chanter, de lire, de faire des rencontres assez extraordinaires, et puis aussi d'apprendre ce qu'est la vie d'un militant du mouvement. Ça, je comprends que la presse soit assez hostile au Front National de la Jeunesse, parce que si vous les faites lire, évidemment, vous les préparez à être des citoyens lucides. D'après ce qu'on m'a dit, en plus, il y a des journalistes qui ne comprennent pas le second degré. Dernièrement. Ah bon? Oui, dans l'affaire d'Orange, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'articles, c'est un petit peu le serpent de mer de l'été pour les médias. Hein. Ils l'ont enfin trouvé. Il y a un membre du FNJ qui a déclaré aux journalistes qu'il le harcelait, que lui ne savait pas lire et qu'il n'avait pas envie de répondre à cette question. Et puis ça devient un petit peu pour l'humanité le Parisien libéré. Et comment vous dites, le Parisien, comment? Libéré, justement. Ah oui, le mot était choisi. Oui, d'accord. C'est comme lorsqu'on dit que Jacques Chirac est aidé dans sa tâche. Oui. Là aussi, le mot est choisi. Moi, je vais être gentil avec le président de la République. Oui, soyez donc gentil avec lui. Il en a besoin, le pauvre. Et ça se termine, tout ça? Vendredi soir. Vendredi soir, nous accueillerons Martine Louis II, Bruno Gollnisch et Bruno Maigret. Bien. Eh bien, écoutez, c'est un beau programme. Présentez nos amitiés à tous ces jeunes. Et vous savez, je vous demanderai de faire une annonce au micro, comme on fait dans les grandes foires, en disant son papa et sa maman attendent le petit Cyril à la maison. Oh, il a beaucoup de travail. Je lui dirai vendredi soir. Oui. Et encore, je suis pas sûr qu'il parle vendredi soir, d'après ce qu'on m'a dit. Allons bon. Ouais, on m'a dit que le directeur national du FNJ avait du travail encore à lui donner. Eh ben écoutez, voilà des bonnes nouvelles. Ce sont les vacances. On me dit également, et je sais pas qu'on me le dit, je l'ai vu, vous avez publié une carte dépliante
Oui. qui est d'abord une merveille d'ingéniosité et qui est très très bien faite. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ce document? D'abord, à quoi sert-il en fait? C'est un argumentaire? Oui, alors c'est un dépliant en fin de compte qui tient dans la poche, il a le format d'une carte de crédit. Qui tient dans la poche, qui tient dans la poche. Eh oui. Il faut le dire 2 fois toujours. Tient dans la poche. Voilà. Et il sert surtout aux militants du FNJ pour la distribution à la sortie ou à l'entrée des lycées, et aussi à la présentation du mouvement jeune, c'est-à-dire que nous présentons sur le recto différents membres de la génération Le Pen, et au dos un argumentaire et un message de Jean-Marie Le Pen. Donc ça, on a tiré plusieurs milliers, c'est ce que nous allons lancer à la rentrée. Nous sommes là encore une fois de plus à la pointe de la communication, comme vous pouvez le constater. Oui, c'est vrai que c'est un outil de communication tout à fait récent, d'invention récente. Oui. Alors, vous pouvez vous le procurer sur simple demande au FNJ, au 41 12 10 12 à partir de lundi pour les franciliens, 16-1 pour nos amis de province, et sinon vous pouvez appeler aussi au PC d'organisation de l'université où l'ensemble des permanents du FNJ est réuni, au 48 51 12 40, 48 51 12 40, là c'est en province, donc par le 16. Sinon, toujours par courrier, FNJ, 4 rue Vauguillon, 92 210 Saint-Cloud, FNJ 4 rue Vauguillon, 92 210 Saint-Cloud. Merci Samuel Maréchal. Ce soir, je crois que vous avez un programme particulièrement chargé de travail. Alors nous avons un premier forum identitaire avec Roger Olindre et Pierre Vial, et ensuite à 23h30 une veillée. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est à quoi je faisais allusion. Un auditeur nous demande, c'est la question qui revient très souvent d'ailleurs, jusqu'à quel âge peut-on adhérer au FNJ? Alors on peut adhérer au FNJ de 16 à 25 ans. 16 à 25 ans, voilà. Mais le président, dans sa grande bonté, m'a autorisé aussi à permettre au cadre de rester jusqu'à l'âge de 28 ans. Très bien. C'est pour ça que je suis encore directeur du FNJ. Mais vous êtes éternellement jeune. Et puis, une ultime question. Est-ce qu'il est encore possible de vous rejoindre? Oui, il est encore possible de nous rejoindre, mais il faudrait appeler au numéro que je vous ai donné tout à l'heure et que je vous redonne à nouveau. Donc c'est toujours en province, 48 51 12 40. 48 51 12 40 par le 16 si on est en région parisienne, pour savoir comment on peut rejoindre le château de Neuvy sous Barangeon. Sur Barangeon. Je ne sais jamais si c'est dessus ou dessous. Généralement c'est sûr. Voilà. Et puis pour aller retrouver donc l'université d'été du FNJ. Merci Samuel, à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Voilà, alors, eh bien, nous avons eu beaucoup d'appels, et deux appels qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure à propos des sondages. Un auditeur nous dit, actuellement, les instances du RPR Paris-Île-de-France sont effectivement très préoccupées par la progression du Front National dans les intentions de vote. Et une auditrice dit, il y a un signe que le Front National est de plus en plus en pointe et que Le Pen est de plus en plus populaire, c'est qu'on voit de plus en plus Philippe de Villiers sur les écrans et qu'on l'entend de plus en plus sur les antennes. C'est vrai, on le voit beaucoup en ce moment. Et Philippe de Villiers, c'est c'est le Canada Dry de Le Pen en quelque sorte. Et par conséquent, on s'en sert quand Le Pen monte pour dire aux gens, écoutez, vous ne pouvez quand même pas, si vous tenez absolument à être des nationalistes, allez donc chez Philippe de Villiers, qui est beaucoup plus chic et beaucoup plus soft. Oui, mais je crois que le problème est aussi de se retrouver une nouvelle équipe, puisqu'ils recherchent des femmes. C'est pour ça qu'il faut le dire, Philippe de Villiers, non? Je ne sais pas. Ah, vous voulez dire pour attirer les dames? Peut-être. C'est possible. Que ils recherchent des femmes, bien entendu, sous réserve qu'elles soient sur des listes non éligibles, puisque les places vont être un peu chères en 98. Ça, il y a des chances. Mais ils ont promis de faire un effort, le RPR en tout cas a promis de faire un effort en direction des femmes.
Et je pense que Philippe de Villiers est tout à fait capable d'en prouver. D'attirer les dames, oui. C'est vrai qu'il est bel homme, il est plaisant. Moi, si j'étais une femme, par exemple, enfin là, je suis quand même assez loin du compte. Olivier Grimaldi, on va parler maintenant de l'Espagne, et je crois que vous nous avez apporté un petit peu de musique pour ouvrir. J'ai apporté une fin de meeting qui s'est tenue à Madrid il y a malheureusement assez longtemps, en 1980, et on amorce par la fin du discours de José Antonio Rerón, dont on parlera peut-être, qui est décédé il y a exactement 1 an et qui a été le ministre du Travail sous Franco pendant des années. C'est un des grands ministres phalangistes. Et donc voilà, donc c'est la fin du discours de José Antonio Rerón, et ensuite ce sont les chants qui sont chantés en fin des actes d'affirmation nationale, c'est-à-dire le Cara al Sol, le Regamendi, l'hymne de la Légion et l'hymne national. Voilà, ça c'est des gens qui savent faire de la musique militaire. Ils font de la musique militaire avec la même allégresse qu'ils mettent à s'entretuer. Oui, mais c'est un peuple vigoureux et rapide. Oui, mais qui aime la fête. Ah oui, c'est pour ça que les manifestations qui ont lieu chaque année encore en Espagne rassemblent énormément de monde, parce que c'est un peuple joyeux. Est-ce que c'est vraiment vous les connaissez, enfin vous connaissez très 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 bien l'Espagne, vous êtes un amoureux de l'Espagne, un ami des Espagnols, est-ce que c'est vraiment un peuple joyeux? Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un peuple qui est extraordinairement triste. Oh non, c'est un peuple qui aime faire la fête. C'est un peuple qui chante, qui boit, qui fait bon. Ce sont des gens qui s'amusent beaucoup, et toutes les manifestations politiques en Espagne se font dans la joie. Et les guerres se font parfois aussi dans l'allégresse. Oui, ça on peut dire. En tout cas, avec. On s'entretue allègrement. Oui, c'est allègrement, voilà. Alors, si vous permettez, je vais dire quelques lignes du livre que Jean-Claude Pérez vient de publier. Jean-Claude Pérez, c'est un grand écrivain, c'est un pied noir, un médecin. Ça a été un grand combattant de l'Algérie française. Pérez, oui. Et il vient de publier aux éditions Ariette Jean Curuchet, autre grand combattant de l'Algérie française, un livre intitulé Debout dans ma mémoire, tourments et tribulations d'un réprouvé de l'Algérie française. C'est l'histoire d'après, c'est l'histoire justement de son exil en Espagne. Du côté d'Alicante, non? Et voilà, c'est ça justement. Et il parle le premier chapitre de son livre est consacré à un rappel de la guerre d'Espagne. Il dit la chose suivante. L'histoire officielle a fait commencer la guerre d'Espagne le 18 juillet 1936. Il s'agissait là d'une contre-vérité historique. La rébellion des garnisons espagnoles du Maroc, Ceuta, Melilla et Tétouan, a été déclenchée en effet le 16 juillet pendant la nuit. Et alors il raconte cette histoire. Le 5e régiment de tabord marocain s'est mis en mouvement ce jour-là en ordre de bataille vers Melilla. Il interrompt toutes les transmissions avec le commandement. Il ne répond plus. Des échanges téléphoniques s'effectuent dans tous les différents PC. Mais cette activité est fébrile. Les colonels Pato ne savent plus quel plan suivre. Finalement, c'est la République espagnole qui donne l'occasion, le 17 juillet, nous y voilà, du déclenchement de la première opération de rébellion proprement dite. À Melilla, le colonel Gazapo Valdés, responsable de la mise en mouvement des tabords, reçoit la notification émanant des autorités judiciaires espagnoles d'une perquisition de son PC. C'est une catastrophe car dans les locaux de ce PC se trouvent réunis tous les détails de la conjuration. Il n'existe pas, certes, de plan opérationnel établi, mais des codes sont prêts, des contacts préparés. Bref, tous les ingrédients se trouvent rassemblés dans le bureau de cet officier supérieur espagnol pour le conduire devant le conseil de guerre. Son bureau est cerné par les gardes d'assaut. La perquisition va être entreprise. En désespoir de cause et ne sachant que faire, se voyant déjà incarcéré, voire fusillé, le lieutenant-colonel prend contact par téléphone avec le piquet d'intervention de la garnison de Melilla. Un détachement de 20 légionnaires est rassemblé de toute urgence par le lieutenant Latorre, dont on peut dire qu'il restera la figure emblématique de la révolution espagnole, parce qu'il a effectué, sans avoir reçu d'ordre précis, la première opération de guerre. Ces légionnaires, en effet, rapidement réunis et armés, comme pour un combat, franchissent les 200 mètres les séparant des policiers qui entourent le bureau du lieutenant-colonel Gazapo. Les quelques minutes d'angoisse vont se conclure par un ordre bref lancé par Latorre. À terre, Anjou, prêts à tirer. Le drame va éclater, mais les gardes d'assaut se rendent et fraternisent avec la Légion. Ils s'engagent ainsi physiquement dans ce premier acte de rébellion militaire. C'est l'ouverture des hostilités d'une guerre qui avait débuté la veille par le mouvement du 5e régiment de tabord marocain.
mouvement qui provoquera la perquisition de Melilla le 17 juillet 1936. Voilà comment démarre cette guerre qui va être une des guerres les plus, enfin en tout cas la guerre civile la plus atroce de la première moitié du siècle en Europe, ça c'est certain. Bon, déjà toutes les guerres civiles sont atroces. Personne n'a souhaité cette guerre, je pense, et personne n'a pensé qu'elle durerait si longtemps. Et tous les belligérants, notamment les belligérants républicains, je parle des gens honnêtes, il y a des gens honnêtes partout, ont reconnu que si, au lieu de sortir les fusils, les gens s'étaient réunis autour d'une table, eh bien, il y aurait probablement pas eu cette guerre, parce que je crois qu'elle a été faite d'incompréhension. Je parle d'incompréhension de la part, notamment, des socialistes modérés, de la grande majorité des Espagnols. Je parle bien entendu pas des gens qui ont appuyé la révolution armée, la révolution communiste armée, qui était prévue, bien entendu, on le sait, par le Comintern, qui était voulu par le Comintern, et organisée par le Parti communiste, bien avant même la victoire du Front populaire en février 1936. Mais tout ça, c'est un peu de l'histoire, je pense. Et ce qui est important, c'est de rappeler que si ces gens se sont entretués, ils se sont réconciliés. D'autre part, il faut quand même ramener les choses à leur réalité. Moi, je ne suis pas historien, pas du tout, je ne suis qu'un militant. Mais on a beaucoup exagéré sur le nombre de morts. On a dit la guerre d'Espagne a fait 1 million de morts. Il y a même eu d'excellents livres, d'ailleurs écrits. Il y a un livre qui a été écrit qui porte ce titre, un livre qui nous est plutôt favorable. Mais qu'est-ce que c'est que ce million de morts? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont tous les gens qui sont morts entre 1936 et 1944, comme le pensent certains? Je dis bien 44. Ces chiffres n'ont pas grand intérêt. Je crois qu'ils sont faux. Il y a eu en fait un peu plus de 300 000 personnes des deux camps qui ont été tuées au combat ou qui sont morts des suites de leurs blessures. Voilà. C'est déjà énorme. Effectivement. Et il y en a eu autant des deux côtés, à quelques centaines près. Il y a eu des chiffres qui sont ce qu'ils sont, mais qui donnent, je ne sais plus exactement, enfin c'est 158 400 pour les républicains et 157 900, quelque chose comme ça. Bon, enfin, voilà. 300 000 morts. Effectivement, Olivier Gribaldi, on ne va pas faire l'histoire de la guerre d'Espagne pour une raison très simple, c'est que pour les auditeurs que ce sujet intéresse, et ils sont sans doute nombreux, il vient de paraître un numéro absolument remarquable d'Enquête sur l'histoire, de la revue dirigée par Dominique Vénère, qui est consacrée à la guerre d'Espagne 36-39. On peut se procurer ce numéro dans tous les kiosques. On peut également l'acheter, sauf erreur de ma part, mais il n'y a pas d'erreur de ma part, en commandant à EC2M, E comme Émile, C comme César, 2 comme Rien, et M comme Marcel, 60 boulevard Malesherbes, 75 008 Paris, me semble-t-il, et le prix est de 38 francs, ce qui doit... c'est pas très cher. Ça doit faire 45 francs pour compris ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait remarquable, c'est un excellent numéro, je veux dire, il est très 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 complet sur la guerre civile, il est très intelligent, comme d'ailleurs tout ce que fait Dominique Vénère. Je sais que Vénère a été reçu récemment par Anne Brassier et qu'il a parlé de ce numéro. Il y a beaucoup d'articles écrits par des Espagnols. Il y a un remarquable article de notre ami Patrick Payon sur le siège de l'Alcazar. Il y a également un article de Ricardo de la Sierva, Pourquoi le Frente Popular a échoué, qui est fort intéressant. Et puis un papier de Léo Palacio sur la guerre dans la guerre en Catalogne, et qui raconte l'extraordinaire et bienfaisant, je le dis comme je le pense, déchirement entre les trotskistes, les communistes, les anarchistes, qui se sont allègrement entretués au lieu de tuer leurs ennemis, rendant ainsi un service signalé à la cause. On les invite d'ailleurs à faire la même chose aujourd'hui, il ne faut surtout pas qu'ils viennent s'ils ont envie de recommencer. Il est sorti un film cette année sur ce thème, dont j'ai oublié le nom. Oui, c'est un film américain, ou anglais. Américain ou anglais, oui, qui porte un titre anglais. Et qui, selon le président de la Généralité de Catalogne, avait eu un très grand succès à Barcelone.
Il a dit que toute la jeunesse catalane, catalaniste plus particulièrement, était allée le voir. Et en fait, il n'y a eu que 3000 entrées pour ce film, ce qui est très très peu dans une ville comme Barcelone qui compte 2 ou 3 millions d'habitants avec sa périphérie. Et je crois qu'à Paris, il est resté 2 semaines à l'affiche. Bon. Alors donc, tout sur la guerre d'Espagne, ou enfin tout, bien sûr pas tout, mais l'essentiel sur la guerre d'Espagne, dans ce numéro Enquête sur l'histoire, en vente dans tous les kiosques. Ce que j'aimerais mieux, Grimaldi, c'est que vous nous disiez un petit peu ce que vous ressentez aujourd'hui, 60 ans plus tard, quand vous allez en Espagne, quand vous voyez ce pays, dont on a l'impression, à travers ce qu'on en voit à la télévision en tout cas, et notamment quand on a le câble, si on regarde la chaîne espagnole, qu'il a basculé dans une espèce de géhenne répugnante de dingos, de drogués, c'est assez effrayant. J'ai vu un reportage récemment sur la vie nocturne à Séville. C'était littéralement à pleurer, mais au sens vrai du terme. C'est-à-dire qu'on avait envie de pleurer quand on voyait cette jeunesse totalement pourrie. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est partiellement vrai. C'est partiellement vrai parce que il y a eu toute la période qu'on a nommée la Movida, qui a été la libération culturelle, la libération du sexe, la libération de la drogue. Il faut savoir qu'en Espagne, jusqu'à une époque relativement récente, la consommation des drogues dites douces était tout à fait non seulement tolérée, mais autorisée. On pouvait voir aux terrasses de café des jeunes gens, des jeunes filles fumer du cannabis. Des ministres sont même vantés d'user eux-mêmes de ces drogues. Bon, donc effectivement, il y a eu toute la jeunesse qui a complètement basculé, avec l'aide, il faut bien le dire, davantage peut-être de l'Église d'Espagne, qui a été la première complice, que des marxistes. Mais ça, je crois que c'est en passe de changer, parce que les difficultés économiques deviennent telles, comme chez nous. Un jeune sur 4 est au chômage en Espagne. Il faut savoir que c'est le plus haut taux de chômage européen. Donc les jeunes, je crois, maintenant vont se désintéresser de ça. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a une certaine exubérance qu'on peut mettre en avant. Bon, alors il y a la fameuse route, je crois, qu'on appelle la route de la Bacalao, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui, tous les week-ends, partent de Madrid en voiture et vont jusqu'à Valence, je crois, et font l'aller-retour en voiture, en buvant, en se droguant et s'endormir, en faisant toutes les boîtes de nuit. Bon, ça provoque des accidents terribles. La police est inopérante, la garde civile également. Bon, mais c'est une façon de montrer son désœuvrement. Si sous le régime national on voyait pas ça, c'est parce que la jeunesse était heureuse, il y avait des raisons d'espérer, de travailler et surtout d'aimer. Mais est-ce que c'est un trait, cette espèce d'effondrement, est-ce que c'est un effet du franquisme ou est-ce que c'est un trait espagnol déjà connu dans l'histoire? Je pense que c'est un effondrement qui touche d'abord toute l'Europe, pas spécifiquement l'Espagne. En Espagne, évidemment, ça a pris une tournure un peu particulière parce que la transition démocratique, qui n'a pas commencé, contrairement à ce qu'avancent la plupart des gens après la mort de Franco, mais bien avant, 10 ans avant, disons en 1966, a entraîné une jeunesse vers ce qu'on a appelé aussi ici le no futur, la désespérance. La désespérance, et surtout une église qui s'est, je me répète peut-être, mais une église qui s'est complètement retournée, qui a fait un virage à 180 degrés. Mais, au fond, c'est assez semblable à ce qu'on voit en France, où maintenant le satanisme est devenu pratiquement, est officialisé. Mais alors, en quoi est-ce pire? Empire parce que l'Église a été un pilier de l'Espagne. L'Espagne a été un pays catholique, officiellement. L'Église a eu des pouvoirs énormes. L'Église a gagné beaucoup d'argent grâce à Franco. L'Église a soutenu à fond la croisade de libération. C'est vrai qu'ils ont eu des milliers de martyrs, de prêtres, d'évêques, de religieuses qui ont été massacrés. Et à partir des années 65, c'est-à-dire grosso modo après Vatican II, elle s'est complètement retournée. Et d'ailleurs, on a été contraint. L'État espagnol a été contraint d'incarcérer des prêtres. Tous les mouvements
subversifs en Espagne, notamment la création des commissions ouvrières, qui est maintenant un grand syndicat socialisant, a été créée grâce à l'Église d'Espagne. Sur la Constitution, la nouvelle Constitution, quand il y a eu le référendum sur la nouvelle Constitution, qui a été approuvée à une immense majorité, seuls 6 évêques se sont opposés à cette Constitution, qui proclamait notamment la laïcité, la reconnaissance du divorce, etc. Bon, qu'on soit pour, le problème n'est même pas là. C'est qu'on ne peut pas demander à une Église qui a eu un discours anti-franc-maçon, anti-ceci, qui a soutenu le régime national, qui a soutenu Franco pendant 30 ans, du jour au lendemain, de dire maintenant tout ça c'est terminé, la page est tournée, voilà. Et maintenant, c'est vrai que la jeunesse est désœuvrée, c'est vrai qu'il n'y a plus personne dans les églises comme ici, bon, mais ça c'est... Alors, un auditeur nous dit le contraire, il nous dit, il a une maison, lui, dans le sud de l'Espagne, il y va depuis très longtemps, et il dit, les familles continuent d'aller à la messe le matin, l'église est pleine, 15 à 16 messes par jour, ce qui est... C'est en France, on n'a jamais vu ça, mais le soir, les mêmes jeunes qui sont à l'église le matin, on les voit se droguer, on les voit se défoncer, et on les voit surtout ne jamais mettre en pratique les principes religieux qu'ils affichent le matin dans leur existence de la journée. C'est un exemple, oui. Vous savez, il y a des villages en Espagne qui n'ont pas bougé depuis 30 ans, et d'autres qui ont bougé. Alors pourquoi vont-ils à la messe? Je ne sais pas, je ne connais pas ce village. Il y a une question qui quand même... à mon avis, il y a sûrement une raison. Je ne pense pas que ces jeunes qui vont à l'église le matin et qui se drogueraient le soir, je pense qu'ils ont des raisons. Alors laquelle? Parce que moi, il y a une chose qui me turlupine à propos de l'Espagne, c'est que en France, on a tendance, moi par exemple, à expliquer les problèmes de ce pays, les difficultés de ce pays par l'immigration. Qui est vraiment une situation typiquement française, en tout cas pour l'Europe du Sud, ou pour l'Europe. Bon, en Espagne, il n'y a pas d'immigration. Si, il y a une immigration en Espagne. Mais enfin, elle est dérisoire par rapport à l'immigration. Elle est dérisoire à nos yeux de Français, mais pas aux yeux des Espagnols. Maintenant, vous savez que l'État espagnol a pris récemment des mesures contre l'immigration, aussi poussées par la France, puisque on fait un peu plus attention à nos frontières pyrénéennes. Donc autrefois, c'était très bien parce que tous les Africains et les gens d'Afrique du Nord remontaient par l'Espagne, la route était tracée, et l'Espagne leur indiquait la route de la France. Bon, maintenant, c'est un petit peu changé. Maintenant, l'immigration en Espagne, oui, existe. Il y a de plus en plus d'Africains en Espagne. Et il y a de plus en plus de ghettos, notamment en Catalogne. Bon, mais c'est vrai que c'est pas un problème encore majeur. Quel est le problème au fond? Comment expliquez-vous cette espèce de désespérance? Il y a pas mal d'appels d'auditeurs qui connaissent l'Espagne et qui nous disent effectivement que ça les frappe beaucoup, la drogue, l'espèce de folie suicidaire qui semble s'emparer de la jeunesse espagnole. Tout à fait ça. Comment expliquez-vous ça, vous qui êtes souvent en Espagne, qui connaissez bien ce pays et ses habitants? Parce que il faudrait être psychologue, mais il y a aussi la mode. Il y a aussi toute une mode qui est derrière tout ça. Il y a toute une jeunesse espagnole qui s'imagine que, à l'extérieur de l'Espagne, ça se passe comme ça aussi. Bon. Moi j'ai rencontré des jeunes, j'en connais un très très bien qui s'appelle d'ailleurs Toméo, qui est un jeune garçon qui à mes yeux a complètement raté sa vie. Il s'est marié, il a divorcé, il a fait des enfants. Bon, c'est un type qui a 27 ans, il a une vie très remplie, mais il est maintenant hors de la société. Et quand il me voit, il me dit: mais alors, à Paris, vous faites tout ça, vous avez tout, vous, à portée de main, et puis c'est facile en France. Alors j'ai beau lui expliquer que non, il a du mal à me croire, parce qu'il y a eu toute la propagande antifranquiste, et toute cette propagande a consisté à obliger cette jeunesse à adopter de nouvelles attitudes, de nouvelles pratiques, que ne connaissaient pas leurs parents, parce que les parents ne les ont pas éduqués dans ce sens-là. Donc il a fallu faire ça très très vite.
Donc cette révolution des mœurs, elle a été faite entre 1978 et 1984-85. Et maintenant, on en a les conséquences, c'est-à-dire qu'on voit des jeunes, effectivement, qui ont 25 ans, qui sont perdus. Quel est l'effet Personne n'est là pour les récupérer. Personne ne leur tend la main. Quel est l'effet de l'Europe sur l'Espagne? Est-ce qu'ils se sentent européens? Est-ce que... Tout dépend à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à des gens du pouvoir politique, ils se sentent non seulement européens, mais ils en ont besoin pour se sauver. Oui, ça c'est comme en France, c'est la boutique ça. C'est de la boutique. Et sans l'Europe, ils sont perdus. Ils sont perdus. Je pense que l'actuel gouvernement, s'il n'est pas soutenu pendant toute la législature, tombera. Et il sera soutenu certainement par nos amis de Bruxelles, mais également par le gouvernement français. Bon. Sinon, l'espagnol de base est profondément anti-européen. L'espagnol de la rue est anti-européen. Pourquoi il est anti-européen? Parce qu'on lui a menti. On lui a fait miroiter que l'entrée dans l'Europe en 1986, 1er janvier 1986, ça apporterait tous les bienfaits de la Terre. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans la pratique? Toutes les principales industries ont fermé. Non pas parce qu'elles n'étaient pas rentables, mais sur ordre. Prenons un exemple, la pêche. La pêche dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. L'Espagne était le premier fabricant de bateaux de pêche. Ils ont arrêté les chaînes. Vigo n'est plus qu'une ruine. Vous voyez plus que des grues en ruine, des rouillés, c'est affreux, c'est un paysage affreux, qui a entraîné un chômage, une misère. Bon, maintenant les Espagnols vont à la pêche avec des vieux bateaux qui consomment beaucoup de pétrole, qui ont besoin de beaucoup de personnel. Donc pour ramasser du poisson, il faut, sur un bateau, 10 Espagnols, alors que sur un bateau français, il n'en faut que 4. Tout ça commence à entraîner des problèmes. Bon. Ensuite, les Espagnols ont cru que tout le marché des agrumes leur serait ouvert. Complètement faux, puisqu'on a maintenu les accords bilatéraux avec notamment le Maroc, notamment Israël, mais notamment le Maroc. Ces accords du Maroc ont été renforcés l'année dernière sur les tomates. Donc ceux qui font des tomates dans la région de Murcie vont être une fois de plus lésés. Mais on leur donnera des compensations financières, tout ça s'arrangera. Bon. Donc l'Europe, finalement, c'est une énorme supercherie pour ces gens-là. Et puis n'oublions pas, évidemment, l'aspect quotidien, c'est-à-dire les prix, le prix de la consommation qui ont terriblement augmenté. La TVA qui n'existait pas en Espagne, qui a été imposée. Alors du jour au lendemain, la TVA a été imposée. Du jour au lendemain, ils ont été obligés donc de faire payer des produits manufacturés à un taux de 15%. Bon, non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait d'Espagnols qui soient pro-européens. Cela ne veut pas dire que l'Espagne n'est pas ouverte aux nations européennes, pas du tout. Au contraire, je crois que de ce côté-là, il y a des échanges très fructueux. Et la jeunesse espagnole, puisqu'on en parlait, très attirée par l'Europe, mais ça c'est tout à fait normal. Mais au niveau politique, non, je sais pas. Alors l'auditeur qui avait appelé tout à l'heure pour parler de ce village, le village aux 16 messes, a rappelé, il nous dit, ce village s'appelle Chipiona. Chipiona. Oui, c'est une station de balnéaire qui ne reçoit pas de touristes étrangers. Enfin, il n'y a pas de touristes étrangers qui y vont, plutôt des sévillans de la bonne bourgeoisie. En été, dit-il, il y a plus de 100 000 personnes. Le dimanche, il y a effectivement 15 ou 16 messes qui durent une demi-heure et le sermon des prêtres est très traditionnel. Et il ajoute, mais ceci n'empêche pas les gens d'être dépravés. Oui. C'est un phénomène. Écoutez, c'est un témoignage intéressant, c'est tout à fait possible. Bon, moi je vais en donner un autre, mais c'est assez anecdotique. Dans un village où je vais régulièrement, il y a aussi, je crois, je ne sais plus, 4 ou 5 messes. Mais il faut comprendre aussi, c'est un peu différent, mais il faut comprendre pourquoi. Il y a une messe en espagnol. Il y a une messe en catalan. Il y a une messe en majorquin. Et il y a une messe, un dimanche sur 2, je crois, en allemand, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands dans la région. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de messe en latin. Non, bien sûr que non, il n'y a pas de messe en latin, ce serait trop simple. Oui, mais ça serait fasciste. Mais c'est vrai que ça dure une demi-heure. Ça rappellerait les heures les plus sombres. Les heures les plus sombres, oui. Non, mais le latin. Est-ce que
Le latin est interdit, mais vous savez que ça, c'est encore un... Le latin est interdit, mais le latin, tout le monde s'en fiche en Espagne. C'est pas... Voilà encore une chose qui n'a pas été... qui passionne pas les Espagnols. La tradition, La tradition. Ouais. La tradition les passionne pas parce qu'ils ont un fond traditionnaliste. Les apparences ne les passionnent pas. Est-ce que vous y allez encore avec plaisir ou est-ce que vous y allez avec tristesse? Je sais que mon excellent ami Chérigues del Meta, qui est un Espagnol de cœur, ne revient jamais d'Espagne sans avoir une espèce de tristesse épouvantable au fond de l'âme. Au fond de l'âme, je sais, oui, je comprends tout à fait qu'il soit triste au fond de l'âme, mais ça ne m'empêche pas aussi d'en ramener beaucoup de souvenirs, d'ailleurs qu'il a rapporté dans le livre de journal de la France. Tout à fait. On ne peut pas être indifférent à cette jeunesse nostalgique qui n'a pas connu le Franco, parce que ça aussi c'est une réalité. Les grandes messes, les grands rassemblements, ce sont des jeunes gens qui ont 20 ans. Il n'y a pas d'anciens. Ou alors ils sont très anciens. Toute la génération intermédiaires, des gens qui ont 40, 50 ans, ne sont pas nostalgiques, pour employer les termes de nos journaux. Ce sont donc uniquement des gens qui ont vécu la guerre, donc qui sont maintenant très âgés, ou des jeunes qui ont 20 ans. Il est certain qu'assister à ces rassemblements, c'est toujours très très émouvant. Bon, on peut être partagé, oui. Oui. Mais enfin, il y a quand même une chose essentielle, c'est peut-être hors du sujet, mais l'Espagne est un pays extraordinaire pour les gens qui s'intéressent à la politique, et qui sont, disons, de notre famille politique, parce que c'est quand même le seul pays, ou tout du moins le pays le plus proche, un, qui a gagné une guerre, et deux, qui n'a pas perdu en 1945, ou tout du moins qui n'a pas perdu moralement, et qui n'a aucun complexe sur certains sujets. Donc si vous enlevez de l'histoire de France cette partie-là, la France serait certainement, le peuple français serait déjà beaucoup plus proche de ce qu'on peut trouver en Espagne chez les Espagnols. Et ça, c'est très appréciable. Merci Olivier Grimaldi. Le cercle franco-hispanique a une adresse, j'imagine. Alors, bien sûr, je vais donner une adresse. D'abord, je voudrais répondre à un message d'un auditeur qui nous demande... Il faut bien parler dans le micro. Oui, alors, un auditeur nous a posé une question relative à 2 films qui vont passer la semaine prochaine sur Arte. Alors, je vais rappeler les dates parce qu'ils sont excellents. Le premier, c'est donc jeudi 25 juillet à 20h50. C'est un film qui s'appelle Dragon Rapide, qui a été fait en Espagne et qui est, je réponds donc directement à l'auditeur, qui est politiquement incorrect. Le deuxième le deuxième film, c'est le vendredi 26 à 22h15, Terre d'Espagne. C'est un film allemand de 1937. Et c'est également un excellent film puisqu'il a été fait par des Allemands en 1937. Il est donc politiquement incorrect. Voilà, donc ça, je réponds pour ces 2 films. Mais je rajouterai également qu'en 22h35, le jeudi 25, donc après Dragon Rapide, il y a une émission qui sera sûrement très très mauvaise, mais avec des documents d'époque, des documents d'archives. Donc pour la photo, il faut baisser le son et puis regarder ou enregistrer pour les films. Ça peut être assez intéressant. Voilà, mais c'est vrai que Dragon Rapide et Terre d'Espagne sont des films à voir. Voilà. L'adresse du cercle. Je vais vous donner l'adresse du cercle franco-hispanique, mais j'ai quand même une nouvelle importante à donner. C'est le JO de la République française du 14 juillet, promotion de la Légion d'honneur. Monsieur Ossard, Zéphyr Ossard, donc a été promu dans le grade de chevalier, au titre de secrétaire national de l'amicale des anciens volontaires français en Espagne républicaine, c'est-à-dire le président des anciens brigadistes. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut savoir que les anciens brigadistes espagnols vont recevoir des mains du roi d'Espagne au mois d'octobre-novembre, la nationalité espagnole. Il va y avoir 11 Français, des gens de 85 ans qui vont faire le voyage, il y aura des Américains. Et ils vont être honorés par le roi d'Espagne.
Bon, je peux pas en parler parce que c'est tellement, tellement incroyable. On se croirait en France. Ouais, voilà. C'est Chirac, là. Voilà. Alors j'ai demandé à ce que ceux qui ont combattu de l'autre côté, dans nos rangs, et il y en a eu beaucoup, on en connaît, notamment le baron de Cesval, qui anime le souvenir vendéen, il y a ce privilège aussi de bénéficier de la nationalité espagnole. Oui. J'ai toujours pas eu de réponse. Bon. Curieux. Alors le cercle franco-hispanique, donc, je vais vous donner l'adresse. Nous sommes boîte postale 337 16 75 776 Paris CEDEC 16. Alors vous pouvez nous écrire pour nous demander des renseignements. Nous avons des revues traitant le sujet, des livres à proposer. J'en ferai pas la liste ce soir, mais il y a notamment des publications très très récentes. Merci Olivier Grimaldi, et puis à bientôt. À très bientôt.